Alors, vous savez que les grandes gueules fêtent leurs 20 ans cette année. 20 ans de succès. 20 ans de succès et un quiproquo inédit. Depuis ce matin, on vous annonce... On n'avait jamais vécu ça. Oui, c'est vrai. Jamais. On vous annonce la venue de Madame Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Et à la surprise générale, nous avons vu arriver Madame Aurore Berger, ministre de l'Égalité Hommes-Femmes. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, je suis quand même ravie d'être là. Alors l'erreur vient de nous, de la programmation, Je ne me suis bien pas entendu. invitée, je précise Parce qu'on avait aux aussi, auditeurs. on avait aussi invité Aurore Berger, mais on s'est trompé. Enfin, dans les dates, il y a eu un petit problème. Bon, bienvenue chez nous. Merci. On a été un peu inquiet d'écouter tout à l'heure François Bayrou nous demander des efforts. Enfin, nous, aux Français. D'ailleurs, au 32-16, on a eu des Français qui ont commencé à appeler en disant le Premier ministre nous demande des efforts. Moi, j'ai l'impression de faire des efforts depuis des années. Ça veut dire quoi, un effort à tous les Français pour redresser les comptes publics? Ça veut dire qu'on est tous conscients qu'il y a un enjeu sur la dépense publique. On dit régulièrement quand même qu'on ne peut pas aller plus loin sur la question de la dépense publique. Et donc, ça veut dire qu'après, il y a plusieurs solutions. Soit on va augmenter notre dette et notre déficit. Je pense que c'est impensable, impossible de le faire. Soit on augmente la fiscalité. Or, encore une fois, je crois qu'on a déjà un taux de fiscalité suffisamment élevé et que depuis 2017, on a tout fait justement pour essayer de réduire cette fiscalité, que ce soit sur les entreprises et que ce soit aussi sur les ménages, sur les particuliers. Et donc, ça veut dire que la dernière option, qui est à mon avis l'option la plus sérieuse, c'est la question de la dépense. Est-ce qu'on dépense bien? Est-ce qu'on dépense efficacement? Est-ce qu'on dépense trop à certains endroits? Et donc, ça veut dire, oui, des efforts sur la manière avec laquelle on doit dépenser l'argent des Français. Des impôts supplémentaires ou pas? Non, moi je crois pas qu'il y ait d'impôts supplémentaires. Enfin, en tout cas, moi c'est pas. Sur certains. Écoutez, moi vous me posez ma question. La question, c'est à moi que vous la posez. Donc moi, je pense qu'il faut pas aller plus loin sur la question de la fiscalité, parce qu'on a fait l'inverse depuis 2017. Quels que soient les Français. Depuis 2017, on a dit encore une fois qu'on devait réduire le taux d'imposition. On l'a fait sur l'impôt sur le revenu. On a réduit les premières tranches d'impôt sur le revenu. On l'a fait sur l'impôt sur les sociétés. On l'a fait sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc, on a rendu de l'argent aux Français et on a eu, en effet, collecté moins d'impôts et on a par exemple, une niche fiscale, c'est une augmentation d'impôts pour ceux qui en bénéficient. Je pense que c'est un... Alors, je pense que c'est un... Non, je pense que c'est un peu sur les mots. Mais si vous supprimez une niche fiscale, c'est une augmentation d'impôts pour payer plus d'impôts. Je pense que, pour moi, c'est différent parce que la fiscalité, c'est c'est le taux d'imposition que vous avez, taxe d'habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu, impôt sur les entreprises de l'autre côté. Et après, il y a les niches fiscales. Il y en a des centaines de niches fiscales. Donc, est-ce que ces niches fiscales, elles sont efficaces? Normalement, les niches fiscales, elles ont un objectif. Par exemple, quand vous employez quelqu'un à domicile pour vos enfants ou pour les personnes âgées, c'est garantir que ces personnes soient payées, correctement payées, et qu'on évite le travail qui serait dissimulé, qu'on appelle communément le travail au noir. Ça, je pense que c'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose d'utile pour l'emploi et c'est garantir que tout le monde puisse être soutenu, être accompagné. Après, est-ce que toutes les niches fiscales sont utiles? Est-ce qu'elles sont toutes justes? Non, pas forcément. Moi, quand j'étais redevenue députée dans les derniers mois, j'avais proposé qu'on puisse plafonner l'abattement sur la question des retraités. Parce que je pense, c'est pas moi qui le pense, je pense qu'il ne faut pas de sujet tabou en la matière. Ça a fait tomber Michel Barnier, non? Je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que malheureusement, il a aussi fait les frais d'être le premier ministre à être nommé après la dissolution. Oui, parce que d'ailleurs le Premier ministre a dit qu'il y avait différents sujets qui étaient sur la table, parce qu'il y a des niches fiscales qui sont pas justes socialement, pas justes fiscalement et qui coûtent beaucoup d'argent. Cette niche fiscale, elle nous coûte, à nous collectivement, plus de 4 milliards d'euros chaque année. Plus de 4 milliards d'euros chaque année. Et elle bénéficie au 9e et 10e décile, c'est-à-dire les retraités qui sont les plus protégés, qui sont les plus riches, en tout cas qui ont le niveau de revenu. À 9e et 10e décile, c'est les deux derniers déciles. Donc c'est les deux plus importants. Donc moi, ce que j'avais proposé, c'est pas on supprime tout l'abattement, c'est on plafonne de manière à ce que, encore une fois, ça coûte moins cher aux Français et qu'encore une fois, il y a une contribution un peu partagée à l'effort. Pas d'augmentation d'impôts, mais quand j'entends le Premier ministre nous parler de la TVA sociale, c'est quoi la TVA sociale? C'est l'augmentation de la TVA. On l'appelle sociale, peut-être pour la pas un impôt la TVA, mais c'est un autre. Quand même. C'est quand même. Non, techniquement pas un impôt. Oui, techniquement, c'est quand même une taxe. Donc on va augmenter la TVA. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'on va augmenter les taxes. Mais ça dépend où vous. Enfin, la question, c'est déjà sur la TVA sociale. Vous êtes favorable à la TVA sociale? C'est un débat qui existe depuis très longtemps, depuis 2007. La question, c'est où est-ce que vous voulez l'appliquer?
Parce que c'est pas la même chose si vous l'appliquez sur les produits de première nécessité, alors qu'il y a plutôt la nécessité, encore une fois, de protéger les Français les plus fragiles et qui n'ont pas d'autre choix que de faire face à des dépenses qui sont des dépenses contraintes pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants. Si vous l'augmentez sur des produits qui sont importés, et donc c'est peut-être là qu'il va falloir un moment qu'on arbitre. Est-ce qu'on veut protéger aussi nos emplois dans notre pays et donc à un moment différencier en fonction de produits qui produits en France, oui, le permettent dans le permettent sur les font. frontières européennes aussi d'ailleurs, ou des produits qui sont importés. Je pense que là-dessus, il y a peut-être des consensus qui pourraient exister, de se dire, ok, sur les produits qui sont des produits de première nécessité, les produits courants, les produits dont on ne peut pas se passer, oui, il y aurait une forme d'injustice sociale à augmenter la TVA. Par contre, sur des produits qui coûtent beaucoup plus cher, qui en plus sont importés, qui ne créent pas d'emplois en France, voire qui créent de la concurrence, parfois même de la concurrence déloyale avec des entreprises françaises, peut-être que c'est là qu'on peut moduler les choses. Et c'est pour ça que tout est sur la table. C'est aussi aux oppositions de faire un certain nombre de propositions. Il y a ce que le gouvernement doit faire. C'est dans les deux cas. Si, je suis désolée. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Vous avez fait un hold-up énorme, et en plus, non, il n'y a pas de hold-up. Le hold-up, c'est avec la force. Il n'y a pas eu de force. Alors attendez, parce que il n'y a pas eu de force. Est-ce que ce ne sera pas un peu... n'importe quel mot. On va voir comment c'est tranché, mais paradoxal d'ici mi-juillet de dire on demande des efforts à tous les Français et par exemple de ne pas faire d'économies avec les taxis. Pourquoi on renoncerait aux économies sur les Parce taxis ? Que j'ai l'impression que sur les taxis, petit à petit, vous êtes en train de lâcher. Moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer. Je pense qu'il ne faut pas renoncer parce que c'est juste. Parce que ça coûte 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros par an. Et donc, à partir du moment où on demande des efforts... Vous devez vous inscrire dans cet effort collectif. Mais quand on dit collectif, c'est collectif. Ça veut dire que chacun doit prendre sa part. D'autant plus quand il y a des dépenses qui sont très importantes. Là, on parle de 3 milliards d'euros par an de dépenses publiques sur la question des transports sanitaires. L'idée, c'est pas qu'il y ait moins de services pour les Français, c'est que par contre, l'argent public, il soit bien employé. Et là, on demande un effort en plus raisonnable au taxi. On ne dit pas on va tout supprimer, on dit on va quand même réduire. Parce que 3 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent chaque année qui soit dépensé. Et donc, oui, il faut continuer le dialogue, mais non, déjà, on ne cède pas sur des menaces. Et je pense que la menace, elle est inacceptable de toute façon en démocratie, quelles que soient d'ailleurs les personnes qui l'emploient. Jérôme Marty. Moi, ça fait globalement 30 ans que j'entends ce discours, donc je suis un peu gêné pour ça. Moi, ça fait 30 ans que j'entends les hommes politiques, droite, gauche, centre, se succéder, nous dire qu'ils vont faire pour les classes moyennes, qui sont celles qui paient le plus d'impôts, qui sont celles qui paient le plus lourd tribut à ce pays en termes de taxes, etc., et qui, au final, ne font rien. Et je vois mes congénères s'essouffler, s'épuiser, partir ou planter leur entreprise. Moi, je suis dans un secteur, le secteur sanitaire, celui des cliniques privées aussi, qui voit que celui-ci est en train de mourir. Actuellement, on a un établissement sur 2 dans le privé qui est en déficit, dont 40% à peu près proche du dépôt de bilan, secteur sanitaire. Ce secteur-là ne pourra pas être repris par l'hôpital public. Ça, c'est en lien avec la politique économique de ce pays. Moi, je vois un Premier ministre ce matin qui nous dit qu'il va falloir faire des efforts, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, qui nous parle de la couleur du livre, mais sans nous dire ce qu'il y a dans le livre. Très bien, très bien. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de nous dire au moins en macro, parce que ça a dû être réfléchi quand même. 40 milliards d'euros. Combien 40 milliards, c'est macro justement. Combien on est en capacité de gagner de milliards sur la seule dépense publique. Il l'a dit, 40 milliards d'euros. Sur la seule dépense publique. 40 milliards Et d'euros. quels sont les postes où l'on va jouer? Parce que ça, c'est des mots, si vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est que... Vous me demandez un chiffre, je vous réponds. Juste, j'en termine. Il y a de l'optimisation fiscale pour des gens qui sont bien au-dessus des classes moyennes. Il y a une évasion fiscale de plusieurs dizaines de milliards. Et là, on ne voit rien venir. Rien. Globalement, alors, déjà, c'est pas vrai. Donc, sur si la vous voulez, question de moi, la à un moment, pour être dans un secteur qui est en train de mourir, je termine, qui est en train de mourir, j'attends autre chose que des paroles. J'attends des actes et surtout pas ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est à l'opposition de nous proposer deux. Les deux, ça fonctionne. Non, madame, non, madame, c'est à vous de nous dire ce qu'on va faire. On est en état d'urgence, là. Il y a des gens qui crèvent, là. On est en état d'urgence, donc on attend ça. Oui, des gens qui crèvent économiquement. Ils voient leur entreprise plantée. Vous êtes battu pour le poste, maintenant faut donc je veux dire, à un moment, quand même, il faut être capable. Alors, laissez parler Madame Berger. Alors, déjà, il y a plein de questions. Vous me demandez un chiffre, je vous réponds. Le chiffre, il a été donné de manière très claire, c'est 40 milliards.
Donc c'est pas des paroles, c'est un chiffre documenté très clair sur la nécessité de la réduction de la dépense publique à hauteur de 40 milliards. Ce qui veut dire des efforts et ce qui veut dire en effet qu'on ne doit pas renoncer sur un certain nombre d'économies qu'on veut faire. La question que vous m'avez posée par exemple sur le transport sanitaire et sur la question des taxis. Ensuite, vous parlez des classes moyennes. Désolé, mais quand on supprime la taxe d'habitation, ça bénéficie à qui ? D'abord aux classes moyennes, parce que les classes moyennes en général, elles sont pas propriétaires, elles sont d'abord locataires. La classe moyenne, elle est souvent d'abord locataire parce qu'elle n'a pas forcément l'apport nécessaire pour devenir propriétaire. Et donc, la suppression de la taxe d'habitation qui a bénéficié à tous les Français, ça a d'abord bénéficié aux classes moyennes. Quand on a diminué l'impôt sur le revenu des premières tranches d'imposition, c'est pas les plus riches, les premières tranches d'imposition sur le revenu, c'est évidemment la question de la classe moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. D'accord, mais et ça se vérifie. Aujourd'hui, il y a une urgence. Or, vous n'avez pas de majorité. C'est pas de votre fait, ça c'est le produit de la dissolution. Oui. Et on voit bien que François Bayrou, il a envie de faire plein de choses, mais il sait très bien qu'il peut pas les faire parce que forcément il se heurtera au barrage du Parlement. Donc on voit pas bien comment il va pouvoir surmonter. Alors il a parlé de montagnes, comment il va pouvoir gravir ces montagnes les unes après les autres. Et on se dit que ça va mal finir forcément, puisqu'il n'a malheureusement pas le pouvoir. On sait qu'on n'a pas de majorité. Personne n'avait de majorité à l'issue de la dissolution. Personne n'avait de majorité. Ça, c'est une certitude mathématique. Donc, il y a une coalition qui s'est créée. Une coalition qui regroupe un certain nombre de partis politiques, de la droite et du macronisme, on va dire. Et donc, nous, on essaye d'avancer. Après, oui, on sait qu'on est soumis au quotidien au risque de la censure. Mais justement, parce qu'on est soumis au quotidien au risque de la censure, assumons de prendre des risques. Assumons, encore une fois, que vous en prenez pas. Assumons de dire, j'entends personne d'autre dire, déjà, la discussion sur le budget, elle est toujours au même moment dans l'année, elle est à l'automne. Ça ne peut pas arriver avant. Donc la discussion sur le budget, le débat parlementaire sur le budget, c'est constitutionnel, c'est à la rentrée. C'est comme ça, malheureusement, c'est pas moi qui ai écrit cette constitution. Et on le fera volontairement très tôt en disant, nous, côté gouvernement, voilà les propositions qui sont les nôtres sur la question de la réduction de la dépense publique, des efforts qui seront demandés, des réformes qui seront faites, et on le dira mi-juillet, ce qui est des mois à l'avance volontairement pour que chacun à un moment dispose. Mais attendez, on sait bien que ça va mal finir. On est soumis, mais le mal scénario, finir. on connaît déjà. Mais mal finir, ça va mal finir dans le sens où le risque de la censure est permanent. Je préfère, à partir du moment où on sait qu'on est soumis au risque de la censure, prendre le risque d'être censuré en assumant des efforts, en assumant des réformes. Plutôt que d'être censuré parce qu'on n'aurait pas agi. Mais après, en effet, quand je dis les oppositions aussi, c'est parce qu'à la fin, oui, ça va être un dialogue. Ça veut dire qu'on va avoir un gouvernement qui est assez normal en fait en démocratie. Un gouvernement qui va initier, qui va proposer, qui va dire voilà ce que je mets sur la table. Et les oppositions qui vont dire nous, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et voilà les contre-propositions. Mais même au sein du gouvernement, vous n'êtes pas d'accord entre vous. On fait une motion de rejet, puis après on passe en commission. Qui sont entre le ministre de l'économie, entre Bruno Retailleau. On entend des choses différentes. Sur la question budgétaire, les propositions, elles seront faites mi-juillet. Mi-juillet, ça veut dire plus de 3 mois à l'avance par rapport au débat parlementaire qu'on aura. Et après, il y a un chiffre clair de 40 milliards. Il n'y a pas de tabou. Moi, je veux dire, j'étais la première à déposer carrément la proposition sur la question de l'abattement sur les retraités, sur la question des retraités. On va faire beaucoup plus d'économies. Oui, et écoutez, après, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on nous dit il faut faire des efforts, la première remarque, c'est de dire OK, mais pas sur tel secteur, pas sur tel autre, pas sur telle catégorie. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on rentre dans le dur, si c'était sur le train de budget, il y aurait un consensus. Donc évidemment, c'est plus difficile. C'est plus difficile de dire spécifiquement où ces efforts vont être adressés et d'assumer qu'on puisse consentir à ces efforts. Et je pense que les Français entendront et accepteront de consentir aux efforts s'ils ont l'impression que l'argent public est utilement et efficacement dépensé pour les protéger, dans tous les sens d'ailleurs de ce terme, en termes de sécurité comme en termes d'emploi, en termes de travail, et parce qu'il est efficacement dépensé, notamment sur les questions de santé et questions sanitaires. Madame Berger, vous restez avec nous, la ministre en charge de l'égalité homme-femme, parce qu'en plus vous venez de signer un livre qui s'appelle Nos combats pour la République. Il vient de sortir et vous l'avez dédié à votre fille Victoire, ce qui va nous amener à parler dans les combats pour la République de celui que mène aussi le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, face à l'entrisme. Donc ce sera notre prochain sujet de discussion avec vous, justement, Aurore Berger, invité des GG. À tout de suite sur RMC Story, il est 11h20. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
C'est Madame Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est l'invitée de GG, l'invitée des Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Et vous êtes avec nous aussi parce que vous avez ce livre qui vient de sortir, Nos combats pour la République, un livre que vous avez voulu dédier à votre fille Victoire. Vous y parlez de votre quotidien aussi de femme politique. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable politique aujourd'hui? Mais puisque vous êtes en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, parlons justement de cette égalité. Question d'Éléonore Lemaire, notre prof d'aïkido. Ok. Et puis après l'entrisme. Oui, en fait, je suis très inquiète par le retour en arrière des nouvelles générations sur les questions d'égalité homme-femme, et j'ai l'impression que, comme beaucoup de choses dans le pays, on a un logiciel qui est trop daté pour s'adresser aux jeunes générations. Alors, là, je parle de jeunes que je connais, c'est-à-dire des urbains, qui sont, puisque je suis à Paris, tout ça. Les générations qui ont 15-17 ans, pour eux, l'égalité homme-femme, c'est acquis. Enfin, vraiment, c'est-à-dire, je vous le dis, c'est en tout cas ceux que je côtoie, pour eux, c'est quelque chose. Je parle encore une fois des urbains. Ils ont été élevés par des couples où les couples sont équilibrés, c'est-à-dire que c'est pas comme nos générations d'avant où on avait chez nous une femme qui travaille pas, un homme qui travaille, et puis voilà, ce genre de société un peu paternaliste dont on regrette voilà maintenant les conséquences. Et en fait, on continue de leur parler comme si on était justement quelques années avant. Et eux, moi j'ai 2 garçons que j'ai élevés, ils savent tout des femmes, des menstruations, tout ce qu'il faut pour bien comprendre ce que c'est qu'une fille et qu'est-ce qu'on en parle. Et en fait, quand eux ils parlent, on rejette leurs paroles à eux. Et c'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent pour parler de l'égalité homme-femme, etc., ils écoutent que les filles. Et le problème, c'est que les garçons, là, je sais pas si vous avez vu la série Adolescente, qui est glaçante. Le gamin, il a l'âge de mon fils aîné. Et mon fils aîné me dit, mais bien sûr, maman, mais c'est connu. Quand je lui parle de la série, il me dit, évidemment, mon fils n'est même pas sur les réseaux sociaux. Et il me dit, mais c'est évident que de toute façon, les filles sont attirées que par les 20% des mecs un peu costauds, etc. Enfin, des espèces de trucs où je pensais même pas que ça existait encore alors que les ados que j'ai à l'aïkido qui ont 17-18 ans, ceux-là, c'est même plus ça dans leur prisme. Et donc, je vois qu'il y a un espèce de retour en arrière là dans les préadolescents. Et ça m'inquiète énormément. Et je pense que c'est la façon dont on parle aux jeunes qu'il faut revoir. Je pense que malheureusement, il n'y a rien d'acquis en fait quand on parle d'égalité, quand on parle de la question de la lutte contre toutes les formes de violence, parce que lutter contre les violences, ça part d'abord de la question de l'égalité et du respect qu'on infuse dès le plus jeune âge dans la famille, mais aussi c'est le rôle de l'école. Il y a eu un débat extrêmement important et beaucoup de désinformation aussi sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, qui est pour moi déterminante. Déterminante parce que ça donne des repères dès le plus jeune âge sur la lutte contre les violences sexuelles, parce que c'est un fléau infligé à nos enfants et qui se passe malheureusement parfois aussi au sein même de la famille quand on parle de la question de l'inceste, et parce que ça donne des repères en matière, encore une fois, de respect, d'égalité du corps, de l'intégrité du corps, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, la question du consentement. Et puis après, en fonction de l'âge et de la maturité des enfants, on dit évidemment pas la même chose à 6 ans et à 15 ans, des éléments aussi de prévention, des éléments de sexualité, de rapport à l'autre et au corps. Et ça, je pense que ce sera absolument marquant dans leur scolarité, dans la manière avec laquelle sans doute ils arriveront à se comporter. Mais oui, ce que vous voyez sur un risque de retour en arrière, on le ressent aussi dans d'autres générations qui aujourd'hui sont dans des milieux professionnels, puisque les entreprises elles-mêmes nous alertent sur le fait qu'elles entendent des paroles qui aujourd'hui un peu se libèrent, parce que malheureusement il n'y a pas un microclimat au-dessus de la France qui par principe nous protégerait, et que les vents mauvais qui soufflent sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes nous touchent aussi, nous atteignent aussi, et que malheureusement on sent un peu ce reflux générationnel dans les entreprises en disant bon, c'est bon, on en a fait assez sur l'égalité, on peut passer à autre chose. Non, on n'en a pas fait assez. Ce qu'on veut, c'est pas moins de garçons qui réussissent, c'est plus de filles, par exemple dans les filières scientifiques, dans les filières techniques, dans les filières numériques. Il faut pas mettre des quotas pour autant, quoi. Mais en fait, moi je suis favorable aux quotas à partir du moment où c'est pas moins de garçons. C'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire encore une fois, le sujet c'est toujours d'aller chercher les compétences. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas normal qu'on ait si peu de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'engagent dans des carrières qui sont des carrières mathématiques, scientifiques, techniques, numériques. C'est un gâchis. C'est un gâchis humain, mais c'est aussi un gâchis économique. Parce que pour le coup, toutes les entreprises qui sont plus mixtes sont des entreprises qui sont aussi plus performantes d'un point de vue économique. Donc c'est la manière avec laquelle on forme nos enfants dès le plus jeune âge. Nos filles
Mais et nos garçons. Je pense que cette manière-là, à l'égalité. Elle a atteint ses limites. Et je pense que là, encore une fois, on essaye de renouveler un peu les codes et la manière avec laquelle on va pouvoir leur dire ces choses-là, en rendant déjà ces cours obligatoires, avec des programmes transparents qui sont publics, que les enfants, mais les parents aussi peuvent consulter et qui, je pense, donneront, en tout cas je l'espère, des repères absolument déterminants pour toute leur vie après, quand parfois ces repères n'existent pas dans la famille, sans parler de la question des réseaux sociaux, la question des influenceurs et de la manière avec laquelle ils déforment aussi malheureusement les représentations et les cerveaux aussi de nos enfants, la question de la santé mentale, enfin bref, tout ça est quand même malheureusement très imbriqué. Les enseignants de l'entrisme justement maintenant. Barbara Oui, vous avez publié ce week-end un texte dans la Tribune Dimanche en réagissant à la question du rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Vous évacuez assez rapidement, me semble-t-il, des mesures relatives à ce que vous appelez la police du vêtement, comme si ça c'était pas le plus important, parce que vous dites qu'il faut un choc de laïcité, et il faut récupérer et renouveler la promesse républicaine, notamment avec la lutte contre les discriminations. Je suis un petit peu étonnée que vous fassiez finalement vous aussi cette espèce de discours un petit peu facile qui veut, excusez-moi, qui va pas nous mener bien loin, parce que le discours victimaire sur la question des discriminations, c'est précisément la stratégie des frères musulmans. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils travaillent le corps social de nos compatriotes musulmans en leur expliquant vous êtes discriminés, c'est un système discriminatoire. D'ailleurs, l'enquête de l'IFOP 2023 montrait que 78% des musulmans considéraient que la laïcité était un système d'oppression et de discrimination à leur endroit. Ça, c'est pas le résultat de la politique de la France, c'est le résultat de la stratégie des frères musulmans. Que 65% d'entre eux étaient pour le voile à l'école, que 57% d'entre eux étaient pour qu'on autorise les filles à ne pas aller en la natation pour des questions religieuses, et enfin que 83% d'entre eux étaient pour le halal à la cantine. Vous voyez que là-dedans, il n'est pas question de discrimination. Et par ailleurs, ayant connu la France des années 80, je pense que dans les années 80, 70-80, il y avait peut-être plus, effectivement, de discrimination au logement, à l'embauche, contre nos compatriotes d'origine maghrébine, notamment à l'époque, qu'il n'y en a aujourd'hui. Et si vous voulez, cette espèce de retour d'un discours un peu creux sur la lutte contre les discriminations, alors que c'est précisément l'outil des frères musulmans pour faire croire à nos compatriotes musulmans qu'ils sont victimes de la laïcité, je ne crois pas. Et le fait que vous, alors que vous êtes ministre de l'égalité homme-femme, passiez d'une façon un petit peu rapide sur la question du voilement, car le voilement des femmes, on en a parlé tout à l'heure, est un signe politique et non pas un signe religieux, et est un signe politique d'apartheid social fait à la femme dans l'espace public. Je suis étonnée que vous nous disiez que la police du vêtement, finalement, oh bon non, mais ça c'est pas bien grave, il faut d'abord faire un choc de laïcité. Excusez-moi, mais je pense que le choc de laïcité, ça va peut-être être justement d'essayer d'instaurer un espace public où les hommes et les femmes vont être égaux, par exemple. Alors, moi, je pense que je fais partie de ceux qui sont très lucides sur la question de l'entrisme islamiste et de l'islam politique, qui est une idéologie politique. Ça fait des années que j'ai proposé l'interdiction du voilement des mineurs, des enfants de moins de 15 ans. J'avais déposé un amendement dès 2021 sur le sujet. Je le réécris dans mon livre. Donc, je suis très à l'aise et j'ai pas attendu que d'autres le proposent. J'ai pas attendu que d'autres le proposent. Je l'ai proposé depuis 2021. Mais je suis ravie que maintenant d'autres viennent sur cette position sur laquelle j'étais parfois un peu seule parce que c'est des positions qui sont pas forcément évidentes à tenir. Ce que je dis, c'est qu'il faut tenir les deux bouts quand on parle de République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence dire valeurs républicaines, valeurs républicaines, valeurs républicaines, et en même temps les désincarner, parce qu'à la fin, on a un certain nombre de Français qui ont l'impression que, oui, ils ne vivent pas dans la même République que la nôtre. Ça veut dire qu'il faut tenir les deux bouts. Ça veut dire qu'il faut être d'une lucidité et d'une fermeté absolue sur toutes les atteintes à la laïcité. Ne rien laisser passer, ne rien céder, voir l'entrisme exactement là où il est, quand il est à l'école, quand il est à l'université, quand il est dans le sport, notamment la question du voile dans le sport. Je suis favorable au fait que cette proposition de loi soit adoptée vite et définitivement, et encore une fois, cette idéologie politique qu'on veut instaurer, mais il faut aussi être lucide sur le fait qu'on a des discriminations qui persistent et que ces discriminations, elles sont une chair à canon électorale pour la France insoumise. Et elles font le lit. Et le terreau, par exemple. Et le terreau, il y a bien un endroit où la discrimination n'existe pas, c'est à l'école publique. Et à l'école publique, c'est là que vous avez toutes vos chances. Donc moi, des gens, mais des gens qui viennent à l'école publique leur offre tout. Oui. D'accord. Et l'école publique, elle ne fait aucune discrimination. Je n'ai pas parlé mais de venir l'école nous dire publique. ensuite il y a de la discrimination. Où est-ce qu'il y a des après, discriminations aujourd'hui ? Quand vous avez fait votre bac et que vous avez mention très bien et que vous réussissez votre entrée à HEC, il n'y a pas de discrimination. C'est anonyme les copies. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous dire qu'il y a des discriminations. En fait, je pense que qu'ils soient systémiques, je parle.
Alors déjà, ponctuellement. Il n'y a pas de discrimination de la part de l'État. Ah bah c'est pourtant ça n'est pas moi ce que je dis. Je n'ai jamais écrit ça et j'ai toujours combattu cette manière de penser qui, en effet, donnerait le sentiment à certains de nos concitoyens, tiendrait un discours à l'égard de certains de nos concitoyens pour leur dire finalement. L'État considère que vous êtes moins français que d'autres. Non, l'État ne considère pas qu'il y a des hiérarchies, qu'il y a des catégories. L'État ne trie pas en fonction de nos origines, l'État ne trie pas en fonction de nos opinions religieuses, de nos identités réelles ou supposées. Et l'État ne nous ramène pas à nos identités d'ailleurs. Et tant mieux, c'est le principe de l'universalisme. Alors, où est-ce qu'il y a des discriminations en France ? On ne peut pas faire comme si on était tous, non pas juste en termes d'égalité, parce qu'évidemment qu'il y a des inégalités, mais qu'il n'y a pas de discrimination. C'est la raison pour laquelle je veux l'objectiver et que pour la première fois, l'État, sous mon égide, va lancer un testing massif sur la question des discriminations à l'embauche, en testant plusieurs critères, en testant le sexe, en testant le patronyme, en testant le prénom et en testant l'adresse. De manière à savoir, on n'a jamais eu de testing massif de la part de l'État. Les associations ça a été fait, mais c'était fait par des associations. Oui, c'était fait par des associations. Là, c'est fait par l'État, non pas sur des CV spontanés qui vont être envoyés, mais sur des réponses à des candidatures réelles portées par des entreprises pour justement vérifier, objectiver l'état des discriminations. Bon, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans une espèce de tenaille où on dit d'un côté non, il n'y a aucune discrimination, la question, c'est et pas des Français qui nous disent oui, moi je subis et je vis des discriminations au quotidien dans l'accès à l'emploi et est-ce que Bruno il faut tenir ces deux-là. Est-ce que Bruno Retailleau a raison? Est-ce qu'il faut mettre dans la Constitution nul ne peut se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune? Et je pense que c'est déjà en fait le cœur même de notre Constitution, de la loi de 1905. Donc il a tort là, le ministre de l'Intérieur. Moi j'entends ce que vous dites sur les discriminations ponctuelles à l'embauche, au